Le cercle RH aujourd'hui sous forme de grand entretien avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau dans le cadre d'un grand entretien. Là, il y a beaucoup d'actualités. C'est vrai que la 5e vague Covid, le télétravail, le dialogue social, on va en parler. Le pouvoir d'achat et les négos de branche, parce qu'il se passe des choses, et vous avez des négociateurs FO qui négocient un certain nombre d'augmentations de salaire, et puis un débat autour de la pénurie d'emplois, presque 1 million d'emplois non pourvus, un taux de chômage qui baisse, et le gouvernement, c'était la une du Monde de ce week-end, en route vers le plein emploi. C'est la question qu'on vous posera dans quelques instants. Et puis on parlera aussi évidemment de la place des syndicats dans le mouvement social. Ça, c'est un sujet, je dirais, plus politique ou plus stratégique. Yves Verrier, commençons quand même sur cette 5e vague Covid, puisqu'on nous dit qu'elle est exponentielle, qu'à Noël, on risque d'avoir des difficultés dans les hôpitaux. Le télétravail n'est plus obligatoire depuis le 31 août. Les entreprises, à discrétion, décident d'organiser leur télétravail ou pas. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut réimposer, là, maintenant, dès aujourd'hui, un télétravail obligatoire, pour ceux qui le peuvent? Bonjour, d'abord. Déjà, bonjour, absolument. Écoutez, sur ce sujet, comme sur tous les sujets qui relèvent de prescription en matière de santé, le syndicat en tant que tel n'a pas de compétences particulières. Est-ce qu'il faut ou non porter un masque dans telle et telle circonstance? Est-ce que, rappelez-vous des débats, le masque protège-t-il ou non? Est-ce que c'est 1,50 m, la bonne distance en termes de gestes barrières, ou 2 mètres? Je ne sais pas. Là, on est à bonne distance, normalement. La question du vaccin, je ne suis pas, moi, en capacité de juger de telle ou telle efficacité de tel vaccin. Tout cela, comme le fait qu'à un moment donné, on pourrait considérer qu'il faut absolument élargir le télétravail, relève, de notre avis, de l'autorité scientifique et médicale. C'est à l'autorité scientifique et médicale de dire si, aujourd'hui, il est nécessaire, afin de se préserver de la propagation de l'épidémie, et donc de préserver la santé de tout un chacun, et donc des salariés, d'élargir le recours au télétravail. Donc voilà, c'est comme cela que nous considérons que ça doit être décidé. On sait que le télétravail massif, y compris pour des raisons de santé, génère aussi des difficultés pour les salariés qui n'ont pas les conditions. Voilà. Donc, c'est là-dessus que les autorités scientifiques doivent se pencher, s'exprimer. Et nous avons signé un accord en décembre 2020 sur le télétravail qui a pour vocation, en tout cas, c'est ce que je cherchais à obtenir et ce que nous avons pu mettre sur pied dans un certain nombre de dispositions de cet accord, vocation à protéger les salariés dans le cadre de la mise en place du télétravail, du point de vue de leurs droits, droit à la déconnexion, conditions de travail, séparation vie privée et vie professionnelle, volontariat, capacité de revenir d'une position de télétravail effective à une dans position l'entreprise, de travail à l'entreprise, etc. Voilà. Non mais là, la situation sanitaire fait que peut-être, faut-il réfléchir pour protéger les salariés, les isoler des espaces, des clusters possibles. Et là, les syndicats peuvent avoir leur point de vue. Enfin, j'imagine que vous n'allez pas subir cette décision. On va vous poser la question. Non, mais le dialogue social dans les branches ou dans les entreprises, si à tel ou tel endroit, dans la configuration particulière de l'organisation du travail dans tel ou tel service, est-ce qu'on est confronté à de l'open office, l'open office, l'open space, qui disparaît doucement d'ailleurs. Ou est-ce qu'on est en bureau individuel? Est-ce qu'il y a beaucoup de trajets, transports en commun bondés ou pas, selon où on est? Il peut y avoir, de la part de nos délégués, des représentants du personnel, plus ou moins de prévention en incitant à élargir un peu plus le télétravail dans ces circonstances. Donc ça se discute, ça se négocie dans les entreprises au niveau des branches. Sur la philosophie, et on termine sur cette question, mais c'est un enjeu syndical aussi, parce que vous étiez à Dijon il y a quelques jours, vous avez dit on met le paquet sur les salariés, sur les salaires, on va en parler, et sur les jeunes. C'est compliqué quand on a des salariés en télétravail, parce que pour un délégué syndical, il ne les a pas à portée de main. La relation syndicale n'est pas du tout la même. Ça transforme même, non pas le dialogue social, mais la relation qu'on peut avoir avec les salariés, il faut le dire franchement. Absolument, c'était un des points durs de la négociation, l'accès aux dispositifs informatiques, donc les messageries professionnelles,
ou les plateformes professionnelles échanger, pour pouvoir garder le contact avec les salariés, à la fois dans le cadre de la mise en place du télétravail, mais y compris dans les périodes de pandémie, par exemple, ce qu'on a vécu, le confinement, le rester chez soi, qu'on garde le contact avec les salariés sur leur situation. Ce n'est pas simple. C'est pas simple pour les DRH et c'est compliqué pour les syndicalistes. Absolument. Parce que les salariés sont partis, ils sont sur leur lieu de vie, ou pas toujours d'ailleurs dans les lieux tiers, parce qu'on en a parlé dans cette émission. Et il faut faire très attention, nous on l'a constaté. Le principal attrait du télétravail pour les salariés, vous savez, c'est économiser du temps de transport. Et du carburant aussi pour certains. Oui, du carburant par voie de conséquence. Mais on sait aussi que l'isolement, a fortiori si on n'est pas dans un logement qui est suffisamment spacieux, équipé de telle manière à avoir un endroit où on peut s'isoler pour travailler, a fortiori, il ne faut pas oublier que si on est dans les circonstances d'un télétravail lié à l'expansion de la pandémie, on risque d'avoir aussi, il y a pas mal d'endroits où certaines classes sont fermées, beaucoup. Demain peut-être un peu plus, donc les enfants dans le domicile, et c'est reparti. Dans ces conditions-là, c'est pas viable, on le sait, donc voilà, il faut y aller avec précaution et s'assurer que ça relève bien de considérations d'ordre sanitaire, c'est-à-dire sur la base de l'expertise sanitaire de la part des autorités scientifiques, des autorités médicales. Donc vous attendez une position claire du gouvernement à minima et des autorités scientifiques pour dire oui, effectivement, partons sur le télétravail. C'est ce que vous nous dites. C'est ce qu'on a fait en mars 2020. Tout le monde s'y est rendu, bien qu'à l'époque, on n'était pas du tout préparé. Le fameux télétravail dégradé. C'est le patron du MEDEF qui le dit ce matin. Alors il le dit très simplement, il dit oui, il va falloir augmenter les salaires pour tourner la page du télétravail. Il faut l'augmenter parce que l'année n'a jamais été aussi bonne, le taux de croissance est à plus de 6%. On a une relance économique, il dit oui, il faut augmenter les salaires. Alors après il revient, il met des bémols, il explique, vous avez entendu probablement ou lu ces déclarations, parce qu'il y a les taux de charge, il ne peut pas aller jusqu'à 10% dans la restauration. Qu'est-ce que vous dites, vous, le syndicat FO, aujourd'hui, sur ce débat sur le pouvoir d'achat? Est-ce que oui ou non, vous considérez que les salariés sont mal payés ou plus assez payés eu égard aux augmentations d'énergie, d'alimentation, des mutuelles, enfin tout ce qui évidemment constitue des frais fixes et que les Français doivent payer? La question des salaires, depuis la fin de l'été, nous avions annoncé que pour nous, c'était une question qui était centrale à plusieurs titres. Elle est centrale d'abord par rapport à l'augmentation des prix. Vous l'avez rappelé, l'énergie, le carburant. Et de ce point de vue, nous regrettons que le gouvernement se soit limité à l'augmentation du SMIC qui a été anticipée du fait justement d'une inflation plus forte que de la prime Macron, je m'autorise. Depuis longtemps. Oui, mais c'est limité à l'augmentation réglementaire du SMIC, là où nous pensions qu'il y avait besoin d'un coup de pouce. Pourquoi ? Parce que l'augmentation au 1er octobre de 2,2%, elle n'a fait que rattraper l'inflation des 12 mois écoulés. Pas suffisant. Or, on a l'hiver qui vient et l'augmentation du gaz, de l'électricité, c'est maintenant qui tape dans le portefeuille, quand il va falloir se chauffer. Les carburants, c'est maintenant. L'alimentation, l'été, a été plutôt en inflation aussi. Donc, on n'est pas au niveau de ce qu'il faut faire. Et on a vu que dans pas mal de professions, d'ailleurs, il y a une profession, on vient de signer un nouveau protocole hier pour les sages-femmes, où on va relever de 500 € en moyenne le salaire mensuel. 5 ans d'études et une année de médecine, il faut le préciser. Oui, et dans le secteur de la santé, on a réussi à obtenir une négociation qui a revalorisé. Qu'on a les 183 € net pour tous, plus des dispositions statutaires spécifiques, etc. Donc, on sait que dans le secteur de l'éducation nationale, on a un problème d'attractivité aussi qui est lié au salaire. On sait aussi l'hôpital public s'effondre. Beaucoup d'emplois, ceux de la deuxième ligne, ce que je dis, moi, les emplois confinés au bas salaire, qui sont souvent aussi à temps partiel, quand ils ne sont pas en contrat précaire, qui sont pourtant des emplois qu'on a dit clés, essentiels, soit de service à la personne, soit parce que la chaîne de l'alimentation, de l'approvisionnement, etc., qui sont dans des situations sans perspective d'évolution. Et nous appelons, j'avais dit, il fallait mettre la revalorisation de tous ces emplois au cœur du plan de relance. Ce sont des emplois non délocalisables. Bon, donc il y a une nécessité de regarder les salaires autrement. Mais vous êtes sur la même ligne que Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit ce matin, il faut quand même que les salaires augmentent. Il y a une forme comme ça, une forme presque de décence à l'égard des salariés.
Rentrons un peu dans les détails, parce que vous avez des négociateurs dans les branches. Vous avez des responsables, des représentants FO qui sont dans la négo. On en est où, là, dans ces 57 branches? On n'arrive pas à savoir, c'est très opaque. Non, quel secteur va augmenter? Où ça va monter? Est-ce que ça bloque? Comment ça se passe? Il y a des situations où ça bloque. Par exemple, vous parliez des hôtels, cafés, restaurants. Pour le moment, c'est pas dynamique. Hein. Bon, alors, c'est lié aussi au fait qu'il y a plusieurs branches. Il y a les gros et les petits, qui ne se comportent pas du côté du patronat, de la même manière, qui ne voient pas les artisans. Voilà. Et puis, les salariés qui attendent, là, pour le coup, et pour cause, parce que c'est FO qui avait mis la question des métiers en tension en juillet 2020, lorsque le nouveau Premier ministre, à l'époque, M. Castex, venait d'être nommé et qui nous demandait notre avis sur qu'est-ce qu'on doit faire en termes de relance quand on va sortir de la crise sanitaire. Et c'est FO qui avait amené la question des métiers en tension en disant, bon, écoutez, on a un problème d'emploi, il faudrait peut-être regarder pourquoi un certain nombre de métiers... Restauration, ça bloque, on est d'accord. Mais ils sont en tension, pourquoi? Bah oui. Salaire trop bas, conditions de travail pas satisfaisantes et nature des emplois. Quand vous proposez à un salarié de prendre un boulot le vendredi soir, le samedi soir pour faire la plonge au SMIC avec quelques heures et que ça permet évidemment pas de boucler les fins de mois, il ne faut pas s'étonner que ce type d'emploi ne soit pas attractif. Bon, donc il faut véritablement revaloriser le travail, la considération qu'on apporte au travail. Et ça passe par le salaire. On parle beaucoup de partage de la valeur, que c'est de sens aussi beaucoup. Ça passe de sens, mais le sens, vous savez, c'est la considération que la société porte sur tel ou tel emploi. C'est le salaire Quand aussi. je parle des emplois de service à la personne, ce sont souvent des emplois en bas de l'échelle des salaires. On a beaucoup parlé de la santé, je viens d'en parler un petit peu avec non qualifié. Peu qualifiés? Je ne suis pas sûr qu'ils soient non qualifiés. Ce sont des agents qui s'occupent de personnes. Mais c'est des métiers durs physiquement, des métiers durs psychologiquement. Et en horaire décalé. Les aides à domicile, par exemple, qui doivent se déplacer d'un patient à l'autre. Bref. Donc, ce sont des emplois qui doivent être repositionnés en haut de l'échelle des valeurs. La négo, il y a une négo sur la branche, donc de rémunération. Alors, ça négocie. Vous parlez des négos. On a beaucoup de négos, donc ça coince, par exemple, dans les HCR. D'accord. En moyenne, en ce moment, ce qu'on signe, c'est des accords qui rattrapent l'inflation des 12 derniers mois. Donc on est à 2,5 en moyenne sur les accords qu'on arrive à signer dans les branches. Non, avec des clauses de revoyure, parce qu'on sait que ça ne va pas s'arrêter là, donc avec des clauses de revoyure. Mais les accords, c'est aux alentours de 2,5 qu'on arrive à signer dans les branches. Il y a un vrai problème aussi. Moi, c'est ce que je demande aussi, qu'on mette à plat tous les dispositifs d'aide publique aux entreprises, les exonérations de cotisations, les dispositifs pansement de pouvoir d'achat, tels que primes d'activité, indemnité inflation, etc. Parce que vous n'y croyez pas à ces primes qui viennent finalement... Ce sont des dispositifs qui sont des pansements temporaires, mais qui sont des formes de désincitation à la négociation. Parce que vous avez en face de vous des employeurs qui font le calcul entre ce que va coûter l'augmentation de salaire et ce qu'ils vont perdre en termes d'exonération ou d'aide publique s'ils dépassent tel ou tel seuil. Donc ça freine la négociation. Et quand on fait de la prime d'activité, eh bien, on se substitue à l'employeur par les fonds publics qui, du coup, n'ont pas la considération de la nécessité d'augmenter les salaires. Donc ça, il faut qu'on arrête avec ça, qu'on mette tout ça à plat et qu'on redonne sa place entière à une véritable négociation sincère sur la rémunération. Et que l'État ne se substitue pas au dialogue social ou aux négociations de branche qui ont lieu en ce moment. Juste un tout petit mot, parce qu'il vient évidemment faire écho au débat politique, puisque une grande partie de cette campagne présidentielle porte sur l'immigration, sur ses dangers. Je pense évidemment aux propos tenus par Éric Zemmour. Est-ce que vous ne dites pas l'inverse, vous? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette pénurie d'emploi, vous dites, mais pourquoi on ne s'appuie pas sur cette main-d'œuvre étrangère? En partie, elle est ici, elle est en France, elle est souvent inoccupée, elle n'a pas le droit de faire des emplois, de travailler pour des raisons liées à leur statut de demandeur d'asile, en attente. Est-ce que c'est une des solutions? Est-ce que, pour prendre le contre-pied de ce qu'on entend aujourd'hui, les syndicats, vous, FO, vous dites, mais appuyons-nous sur cette main-d'œuvre, donnons-lui une chance? Alors, est-ce qu'il y a danger d'évoquer ce sujet? Parce que les syndicats regardent l'élection présidentielle. Oui, non mais, attendez. Nous ne voyons pas les travailleurs qui viennent de tel ou tel autre pays, qu'on appelle migrants, comme une valeur marchande. On les voit comme des hommes et des femmes. Vous savez, mais bien sûr. On quitte... Oui, non, mais c'est très important parce que
quand on quitte son pays, ses racines, son Bien sûr. environnement, c'est un déchirement la plupart du temps, sauf l'émigration choisie, intellectuelle, artistique ou étudiante. Non, mais rappelez-vous de l'Allemagne. Donc, Vous vous souvenez de l'Allemagne? Oui, oui, mais il ne faut pas oublier ça. Donc, nous ne sommes pas favorables à ce qu'on ait une politique migratoire qui soit dirigée vers la valeur marchande, parce que sinon, vous allez sélectionner celles et ceux que vous accueillerez en fonction de ce qu'ils valent économiquement. Ça n'est pas acceptable de notre point de vue. Sauf qu'une politique de quotas est proposée. Les quotas sont sur la table. Mais nous ne sommes pas d'accord. Les hommes et les femmes ne sont pas des quotas. Hein. Deuxièmement, il faut effectivement permettre à ceux qui résident dans notre pays de pouvoir travailler, d'accéder aux mêmes droits. On a eu tout un sujet sur le travail détaché en Europe, aux mêmes droits en termes de salaire, de protection sociale. Et contrairement à ce que véhiculent certaines thèses, nous n'avons et n'aurons jamais rien à voir avec celles et ceux qui font de l'étranger, du travailleur migrant, le bouc émissaire, faute d'apporter des solutions en matière de justice économique et de justice sociale. Ce qui nous paraît... Mais c'est une distinguo. Il y a le migrant, il y a la personne d'origine étrangère qui est française et qui travaille en France. Dans tous les cas, ce sont des hommes et des femmes. Et nous considérons que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Ensuite, il y a des enjeux qui sont liés aux raisons de la migration. Il y a des problèmes de développement économique, c'est pas nouveau. Il y a un sujet nouveau maintenant qui va s'accroître, c'est les conséquences de l'évolution du climat qui provoque d'ores et déjà des mouvements de population. Voilà. Donc, c'est des questions qui doivent être abordées, là, à une échelle beaucoup plus large. Mais, encore une fois, nous ne sommes pas de ceux ou celles qui divisent, séparent, discriminent les hommes et les femmes entre eux. Ce qui ne règle pas le débat de cette pénurie d'emploi. Comment vous la regardez, cette pénurie? On l'a évoqué, vous avez évoqué des salaires trop bas, des secteurs peu attractifs, des contrats trop courts, vous l'évoquiez. Il va dans le bon sens, ce gouvernement, parce qu'il engage des choses. La plateforme Un jeune, une solution, on en parle beaucoup sur ce plateau, qui essaie de donner une chance d'alternance aux jeunes. Et ça marche, puisque ce site est visité. Il y a près de plus de 500 000 alternants qui ont souscrit, passant d'ailleurs par cette plateforme numérique. Comment vous regardez la politique du gouvernement en matière de jeunes? Puisque vous dites, nous, à FO, on met le paquet sur les jeunes. Ils vont assez loin, pas assez loin? Alors, ça fonctionne? Il y a deux choses. Il y a les dispositifs qui ont été mis en place pendant la crise sanitaire, en particulier, qui avaient pour vocation, du fait que l'activité a été, sinon arrêtée, très ralentie, qui avaient pour vocation d'éviter que les jeunes qui seraient entrés normalement sur le marché de l'emploi, comme on dit, qui cherchaient un emploi, se retrouvaient coincés. Donc, le gouvernement a déployé massivement de l'aide publique à l'embauche, que ce soit sous forme d'alternance ou d'embauche directe, ou d'apprentissage ou d'embauche directe. Bon, il valait mieux cela que de laisser ces jeunes sur le carreau. Perdre un an. Cela étant, il faut voir ce que ça donnera de manière pérenne, parce qu'à un moment ou à un autre, les aides publiques vont cesser. Et le risque est que, si ce n'est cela, les nouveaux entrants se retrouvent, eux, à leur tour, sur le carreau. Deuxièmement, il y a un phénomène de vase communicant. On a vu le chômage de longue durée augmenter, et en particulier pour les plus anciens, les seniors, parce que les entreprises, là où elles ont été aidées pour embaucher des jeunes, ont moins recruté ou gardé de plus anciens. Hein, ça, vous dites qu'il y a un phénomène de vase communicant? Oui, et d'ailleurs, c'est un des soucis. Quand on nous dit que l'emploi va mieux, on voit bien que la baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire sans activité du tout, est pour partie compensée. Alors, je ne dis pas que c'est à l'égal, mais on voit une augmentation de la catégorie D, c'est-à-dire des demandeurs d'emploi en formation. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de vase communicant. Après, il y a un autre sujet, c'est celui de l'assurance. C'est artificiel ou c'est réel, cette baisse? Parce que vous nous dites, globalement, elle est récompensée par une baisse de formation. Il y a une part de réel, mais il y a une part de transfert de situation. On est toujours à 5, 6, 5, 7 millions à catégorie A, B, C, ce qui reste un record quand même. Plus haut qu'à l'arrivée d'Emmanuel Macron, si j'ai bien lu les chiffres. Pour le moment, oui. À peu près de 50 000 demandeurs d'emploi. Oui. Bon, il y a eu la crise sanitaire, mais pour le moment, oui. Donc, la situation n'est pas mirobolante de ce point de vue-là. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le discours tenu aujourd'hui sur la réforme de l'assurance chômage pour la justifier, qui tente aujourd'hui à nous... D'abord, l'objectif de la réforme, c'est de contraindre
par la baisse des allocations, les demandeurs d'emploi à prendre ces petits jobs là, reconnaissez que la logique, payés, etc. Bon, quand on a 1 million presque d'emplois non pourvus et qu'en face vous avez 5 millions, non, c'est pas 1 million. C'est pas 1 million. Non, c'est non, quoi non, le non, chiffre? non. C'est quoi votre chiffre? Parce Alors, que les derniers chiffres que nous donnait le gouvernement, c'était 300 000. Et quand on y regarde de près, il faut faire le tri dans ce qu'on appelle 300 000 emplois non pourvus, parce que vous avez c'est plus faible. Oui. On est loin de 1 million. Oui. Il y a ceux pour lesquels il y a des candidatures, mais qui ne sont pas encore pourvus. Il y a ceux qui ne sont pas pourvus faute de qualification, et il y a ceux qui ne sont pas pourvus parce que ce sont des petits jobs qui ne sont pas du tout attractifs. Quand vous croisez un chef d'entreprise sur ce plateau ou ailleurs d'ailleurs, il vous dit, moi j'ai un mal fou à trouver des salariés. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que la logique de la réforme de l'assurance chômage, elle consiste à considérer comme du plein emploi justement les petits jobs. Parce que si l'idée, c'est de dire on ne compte plus dans les demandeurs d'emploi ceux qui sont en catégorie B et C, qui sont eux avec une activité en CDD, contrat précaire, temps partiel, mais qui, eux, ne se considèrent pas en plein emploi, puisqu'ils cherchent un emploi, qu'ils sont inscrits à Pôle emploi et qu'il faut une recherche active, qui plus est, pour trouver un emploi complet à temps plein. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant, on soit un peu dans la logique de la réforme Hartz en Allemagne ou des on-call au Royaume-Uni, qui est qu'on ne vous considère plus comme chômeur ou demandeur d'emploi à partir du moment où vous devez être à la disposition de tel ou tel employeur à tout moment, indépendamment du fait que vous avez ou non un boulot, et encore, si vous avez un boulot, de combien d'heures, à quel salaire. Donc vous contestez ce chiffre, j'ai dit 1 million, il a parfois été avancé, 800 000, vous dites un peu moins de 300 000 finalement. 300 000, c'est ce qu'a dit le président de la République il n'y a pas si longtemps. Mais vous dites finalement c'est peut-être plus faible que ce qui est indiqué. Si on regarde bien les raisons... Quand vous croisez, je vous le redis, des chefs d'entreprise, de petites, grandes entreprises, des ETI, qui vous disent, moi je ne trouve pas de soudeurs, je ne trouve pas l'électromécanicien, je ne trouve pas les personnes formées, j'ai un mal fou pour recruter. Enfin, c'est une réalité, ça. Oui. Ça, c'est même une évidence. Là, il y a une réalité qui touche maintenant au système de l'éducation nationale, d'abord. Donc, je pense qu'il faut qu'on conforte les moyens qu'on alloue à la formation professionnelle délivrée en formation initiale par l'éducation nationale. C'est-à-dire quoi? Lycée, l'enseignement professionnel, lycée pro, et puis... Mais on développe les CFA, hein, beaucoup, vous avez remarqué. Oui, mais attention à ne pas... Ce que nous craignons, les CFA ont été beaucoup développés parce que beaucoup d'aides publiques de l'État. Ce qui fait que, moi, ce que je mets en garde sur le fait qu'on transforme la formation initiale en apprentissage, en alternance, en emploi aidé en réalité, en substitut à un véritable emploi en CDI que l'employeur pourrait faire, mais effet d'aubaine, puisque je peux bénéficier d'une subvention au titre de la formation initiale en alternance ou en apprentissage, je vais prendre cela plutôt que d'embaucher en CDI. Vous dites qu'il y a eu des effets d'aubaine avec cette crise Covid, que les chefs d'entreprise en ont profité pour certains. Je vais pas les accuser, c'est pas ça le problème. À partir du moment où vous-même, en tant que consommateur, si on vous donne à choisir entre un produit à 10 € et un produit à 5 €, l'effet d'aubaine sera qu'à qualité égale, vous allez prendre 5 €. Voilà. Donc, bien sûr, les employeurs vont utiliser les dispositifs qui sont mis à leur disposition, par évidence. Yves Verrier, avant de nous quitter, il y a un petit article des Échos qui vous a un peu agacé, qui vous a un peu chiffonné, parce que cet article, il est double. Il dit que vous avez refusé de signer l'accord 4 sur la formation, puis en même temps, il explique que vous êtes probablement candidat à votre propre succession. Et ce qui m'amène à vous poser une question sur la place du syndicalisme. Non, mais il y a un rapport direct, c'est la place du syndicalisme, des syndicats dans le mouvement social. Vous êtes sur les barricades en Guadeloupe, il y a des émeutes en Guadeloupe en ce moment, le gouvernement s'est réuni pour faire le point, envoyer le RAID, le GIGN. Quelle est la place des syndicats sur ce type de mouvement? On a le sentiment que les syndicats ont du mal finalement à raccrocher le mouvement social, à être dedans pour le moins. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec d'autres mouvements. Est-ce que vous êtes finalement doucement en train de sortir du jeu de ce mouvement social? Non, moi justement, ce contre quoi je mets en garde, c'est justement ce que j'appelle ou ce qu'on appelle le syndicalisme bashing ou l'affaiblissement du dialogue social. Il y a beaucoup de dispositions qu'on a contestées, notamment depuis la loi travail, les ordonnances de 2017, qui ont restreint les moyens de représentation efficace des salariés. On a beaucoup parlé, par exemple, des comités d'hygiène, santé, sécurité au travail, les CHSCT, qui ont été supprimés, et on s'est réintégrés au sein de... Voilà, non, ils ont été quand même fondus. Voilà, fondus et restreints.
Et on s'est aperçu qu'on en avait bien besoin pendant la crise sanitaire, à tel point qu'avec les employeurs, dans l'accord santé au travail, on a signé un accord qui dit qu'il faudrait mettre en place ces commissions dès 50 salariés, là où les ordonnances ont limité à plus de 300 salariés. 300, bon, donc il faut arrêter d'affaiblir le dialogue social, le syndicalisme bashing, les articles sur les questions de posture politique interne AFO. Je les lis depuis 30 ans, à peu près les mêmes. Les mises à jour sont la date éventuelle ou le nom de X, Y ou Z, parce que, évidemment, entre-temps, les personnes changent, on est mobile. Les coulisses du mouvement social ou, oui, des, enfin, ou des syndicats. Il faudrait les mettre à jour, quoi. Voilà, c'est la seule chose. Bon, ça, c'est la réponse nécessaire de à dire. la journaliste qui a écrit l'article. Mais le mouvement social, la Guadeloupe. Dire, voilà, sur la Guadeloupe. Justement, oui. Je pense. Alors, tout le monde a en tête maintenant qu'il y a un problème plus large que la question de la vaccination, qui est un peu la goutte d'eau ou l'étincelle. Il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes sociaux, il y a beaucoup de problèmes d'insertion dans l'emploi. Et des jeunes, puisque vous le soulevez. Voilà, des jeunes. Et le boulot du syndicat, par exemple, en Martinique, hier, démarrait un appel à la grève où FO était en tête. Pas présent en Guadeloupe, mais FO est présent à la Martinique. Et ce que nous avons fait en sorte que s'ouvre un dialogue social. Et d'ailleurs, en ce moment même, je crois que les organisations syndicales, en tout cas, je viens d'avoir mon délégué syndical de l'Union départementale en Martinique il y a de cela un quart d'heure, est avec les autres représentants syndicaux à la table de la discussion avec le préfet et les autorités locales. Donc voilà, ce qu'il faut. Ce qui n'a d'ailleurs pas eu lieu en Guadeloupe, vous remarquerez. Ouvrir le dialogue. Oui, mais voilà, il faut du dialogue social. Je sais que il y a un appel, un préavis qui a été déposé en Polynésie. Le fond est à peu près analogue. Et donc, il faut répondre sur ces questions d'insertion, les jeunes, la perspective pour les jeunes. Il faut répondre en termes de pouvoir d'achat, de fin de mois, parce que les situations qu'on connaît en métropole, elles sont plus difficiles dans ces territoires. Donc voilà, il faut y apporter un regard spécifique avec beaucoup d'attention. Et il y a un soubassement qui est plus large, culturel aussi, dont il faut tenir compte. Voilà, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut dialoguer et répondre aux attentes que portent les syndicats. Merci Verrier d'être venu sur le plateau, balayer finalement le spectre autour de toutes ces questions liées au travail, parce que les sujets s'emboîtent les uns aux autres, de la pénurie d'emploi au chômage. Juste avant de nous quitter, le plein emploi, vous y croyez, vous? 5% de chômeurs en France? Encore une fois, à condition qu'on ne qualifie pas de plein emploi la généralisation des petits boulots à temps partiel. Donc de vrais emplois. Et voilà, mais pour le moment, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Merci, secrétaire général de FO. Votre congrès, c'est 2022 2022. Mai 2022. Dernier jour de mai et premier jour de juin 2022. C'est ça, mai 2022, probable candidat à votre succession, Yves Verrier. Vous n'avez rien dit sur le sujet. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite. Peut-être viendrez-vous nous parler avant ce congrès de mai 2022. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. L'émission laïque, ça vous dit quelque chose? C'est un peu finalement l'image de la France, son prestige éducatif dans le monde entier. Et on en parle tout de suite de ces missions laïques.